that particular technical presentation, we'll have our colleague from the... Donc nous allons avoir une présentation technique par notre collègue du secrétariat, Madame Comfort, qui est avec le secrétariat, avec le WASH. On va ensuite partager les expériences sur des questions d'assainissement et de l'environnement politique en matière d'assainissement et d'hygiène en Afrique du Sud. Ensuite, on va avoir un groupe de responsables de Tanzanie, d'Afrique du Sud, qui vont aussi réfléchir sur le sujet. Ensuite, on aura une session interactive avec nos partenaires de développement. Ça va être comme une discussion profonde sur les questions soulevées durant les sessions précédentes. Ensuite, on va avoir notre collègue de l'UNICEF, un collègue de la fondation BMGF, WaterAid, APHRC. Ils vont nous expliquer l'acronyme. Je sais que dans le secteur de l'eau, on a beaucoup d'acronymes. Ensuite, on va avoir plus de participation des participants et aussi les participants en ligne. On va faire en sorte que tout le monde peut participer. Je suis Nelson Gomanda, je suis directeur de programme à AMCAO. Je serai le modérateur aujourd'hui. Ensuite, il y aura le président du comité qui va clôturer cette session. Madame Tahani, je vais céder la parole maintenant à Madame Tahani Selit, qui est présidente du TAC de l'AMCAO, qui va nous donner les mots de bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Nelson, pour votre introduction. Vos Excellences, Monsieur David Molovko, vice-ministère du département de l'eau et de l'assainissement en Afrique du Sud, nos partenaires, parties prenantes, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, c'est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue durant cette session sur l'environnement politique de l'assainissement de l'hygiène en Afrique. Les politiques d'hygiène d'assainissement sont très importantes pour développer des stratégies et des plans qui ont du sens pour le futur. Permettez-moi tout d'abord d'apprécier le travail de AMCA, de ses partenaires qui ont œuvré pour l'organisation de cette session. Mesdames et messieurs, les politiques inclusives, le financement, les régulations constituent des instruments qui vont livrer des services durables. Bien sûr, il y a des faiblesses dans ce domaine qui ralentissent un peu l'atteinte des ODD. Pour faire face à ces faiblesses, il y a un guide politique qui contient les éléments essentiels pour renforcer les politiques ou l'environnement politique autour des questions d'assainissement et d'eau. Donc ce guide est une opportunité pour l'Afrique et pour la communauté internationale pour faire face à des questions fondamentales et accélérer l'accès à des services sanitaires sains. Concernant l'ODD, AMCA avec l'UNICEF fait une évaluation pour l'environnement politique autour de ces questions d'assainissement pour une sélection de pays africains. Le but est d'identifier les faiblesses et les opportunités qui peuvent être utilisées pour réaliser les objectifs, les cibles ODD. Bien sûr, ceci peut représenter un point de référence pour le suivi et l'évaluation à un niveau national aussi bien qu'international. Mesdames et messieurs, nous pensons que la politique globale va
préparer le chemin pour une stratégie. Il va aussi éclairer les leaders qui vont créer les politiques qui sont cruciales pour améliorer les services liés à l'eau, à l'assainissement, pour bien sûr servir 800 millions de personnes en Afrique et à peu près, en sachant que à peu près la moitié de cette population, plus de la moitié de cette population n'ont pas accès à l'eau potable, comme a été mentionné dans le rapport d'évaluation qui a été publié en 2022. Nous pouvons utiliser ce guide politique pour renforcer l'environnement politique d'hygiène et d'assainissement, comme a été recommandé dans le rapport, et aussi de détecter les lacunes qui existent dans le secteur. Je nous encourage pour rester sur nos objectifs pour arriver aux cibles ODD 6. En guise de conclusion, permettez-moi de vous souhaiter de bonnes délibérations pour trouver de bons moyens pour arriver à trouver les outils qui vont nous aider à réaliser les objectifs ODD sans laisser qui que ce soit derrière. Et merci. Merci, Dr Tahani Saliti, qui est coprésidente du TAC AMCAO. Merci pour vos mots d'ouverture. Je sais que on est un peu timide parfois pour apprécier les bonnes choses, alors je vous demande à nouveau d'applaudir, Madame Tahani. Si vous sifflez, ça, on ne sera pas offusqué, donc n'hésitez pas à siffler si vous voulez exprimer votre appréciation. Nous avons aussi un mot d'ouverture de vice-présidente de l'eau et l'assainissement en Afrique du Sud. Elle n'est pas là parce qu'elle a été retenue par les embouteillages, donc on va peut-être lui allouer du temps après pour qu'elle donne son mot. All of us. We just have to continue with the program for the sake of those that. Donc on doit continuer avec le programme. Pour les personnes qui sont avec nous en ligne, je vous prie de nous excuser parce que on a oublié de vous prévenir avant de quitter la salle. Donc on va continuer avec le programme, on va poursuivre. Donc on s'est interrompu juste avant d'inviter l'honorable vice-ministre de l'Afrique du Sud. Donc je tiens à l'inviter maintenant pour ouvrir la session de manière officielle. À vous la parole, Madame la vice-ministre. Merci beaucoup. Est-ce que je dois dire bonjour? Nemachironi, dans ma langue, on dit. Ah, j'ai oublié mon swahili. Comment on dit bonjour en swahili? En ligne, est-ce que vous savez? Ah, comme je suis déçue. Monsieur le modérateur, je suis la vice-présidente du ministre Tahani Mostafa Youssef Selit. Madame Tahani. Donc, permettez-moi de vous souhaiter mes félicitations de l'Afrique du Sud et d'exprimer notre bonheur en Afrique du Sud de participer à cette rencontre.
nous avons une stratégie unifiée avec un potentiel qui va soulever l'Afrique à de nouvelles hauteurs d'ici 2030 dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. On n'oublie pas les filles et les femmes et toutes les catégories marginalisées. Donc nous avons une stratégie qui est prise en compte et qui est en harmonie avec notre constitution. Donc cette politique d'assainissement, d'hygiène va en parallèle avec notre constitution. Il est important pour moi de mentionner aussi que le plan de développement national en Afrique du Sud, ce qu'on appelle le NDP, va dans le même sens que les ODD 6 et l'agenda, donc pour les objectifs de 2063. Nous aspirons à réaliser un accès équitable à l'eau et à l'assainissement d'ici 2030. L'objectif, c'est de ne laisser personne derrière. Nous devons aussi adopter le thème de ne laissant personne derrière. Donc, quoi que nous faisons en sorte que personne n'est laissé derrière. L'Afrique du Sud est aussi en train d'appliquer le cadre d'eau et d'assainissement qui est une espèce de révision pour les normes qui va mener vers plus d'égalité, d'équité dans la situation de l'eau. La non-conformité est à éviter. Il y a d'autres questions qui sont aussi couvertes dans ce qui concerne les services d'eau. On va aussi réviser les normes minimales pour l'assainissement. Les nouvelles normes sont aussi basées sur des considérations techniques comme la densité de la population, la pollution, les eaux souterraines, etc. L'assainissement doit aussi être recalculé par rapport aux normes et standards révisés. Nous partons dans une quête mutuelle qui vise à améliorer la qualité de vie pour tous les habitants du continent africain. Et bien sûr, pour cela, il faut réviser les politiques en termes d'hygiène et d'assainissement. En mon nom et au nom de l'Afrique du Sud, je tiens à transmettre notre emballement par rapport à ces objectifs qui vont mener à la réalisation des ODD 6 d'ici 2030. Nous sommes inscrits dans le programme d'investissement africain qui est mené par le haut panel d'investissement dans l'eau, qui est mené aussi par les entités de l'ONU en Afrique. Il a été aussi adopté par l'Union africaine. En tant que ministère, nous faisons de notre mieux pour mener à l'avant le secteur de l'eau et bien sûr, l'assainissement, c'est la dignité. Nous réalisons les défis et nous restons sur nos objectifs. Nous menons des études globales liées à l'assainissement, à l'hygiène, sur l'environnement politique de l'assainissement à l'hygiène à travers l'Afrique pour bien comprendre l'état de l'assainissement. Et bien sûr, tout à l'heure, dans les sessions suivantes, on va présenter tout ça. Durant ces études, on a sorti les faiblesses, les obstacles qui se dressent face à nous dans notre quête d'amélioration de la situation.
La technologie, les données sont des outils qui peuvent nous aider à dépasser ces objectifs. Ce sont des conditions nécessaires pour le changement politique. Les ressources aussi qui sont à notre disposition sont limitantes pour la mise en œuvre de nos politiques, comme il a été informé par l'ODD 6. En guise de conclusion, je tiens à vous supplier d'approcher ces questions avec un esprit de coopération et de détermination. Notre vision mutuelle dépasse le cadre de cet événement. Nous sommes des communautés, des nations qui doivent œuvrer pour mettre en œuvre ces politiques. C'est bien de faire des politiques, de les réviser, etc., mais il faut aussi les mettre en œuvre et accélérer dans cette mise en œuvre. Il est temps aujourd'hui pour nous, pour mettre en œuvre ce qu'on dit, pour évaluer, pour réviser, etc. Il y a aussi le besoin d'instiguer cette transformation, une transformation qui va transcender les frontières, qui va au-delà de toutes les frontières pour un meilleur futur dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Je vous souhaite à toutes et à tous une session pleine de succès qui va vous donner une meilleure idée sur la situation d'assainissement et d'eau potable en Afrique. Et merci. Merci beaucoup, Votre Excellence, l'honorable vice-ministre, pour avoir ouvert la session. Je vous prie d'applaudir encore une fois, Madame la vice-ministre. Je m'attendais à écouter ça encore une fois, donc merci. Les organisateurs du programme, les organisateurs de cette semaine nous disent qu'ils nous allouent 30 minutes supplémentaires pour finir notre session aujourd'hui, donc on peut finir sans stress. Alors nous allons avoir une présentation cadre qui a été faite par notre collègue du secrétariat de AMCAO. Elle est en ligne. C'est Madame Comfort Cancho. Si vous voulez bien nous mettre sa présentation pour qu'on puisse l'écouter. Madame Cancho, la parole est à vous. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous arrivez à voir l'écran? En fait, j'essaye de partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, madame, on voit votre écran. Vous pouvez commencer. Merci, j'espère que tout le monde m'entend bien. Je suis Madame Comfort Quinchio. Je travaille avec le Conseil des ministres africains de l'eau, donc l'AMCAO. Comme il a été déjà mentionné, la présentation est sur l'état de l'environnement politique en matière d'assainissement et d'hygiène. Donc, on va parler de la situation en Afrique. Alors, le plan consiste à une introduction brève sur qui nous sommes et l'AMCO concernant le reporting, l'évaluation, le suivi continental. Puis, quels sont les membres, quelle est la méthodologie utilisée, quelle est la méthodologie, quelle est la situation aujourd'hui, quelles sont les conclusions, quelle est la situation. Et puis, on va regarder les prochaines étapes. L'AMCAO a été créé en 2002. Le secrétariat est ici à Abuja, en Nigerie.
Nous sommes des groupes de travail qui travaillent sur l'eau, l'assainissement pour l'Union africaine spécialisée. Donc, c'est un comité technique spécialisé sur l'agriculture, le développement rural et l'eau et l'environnement. Nous faisons du plaidoyer, de la gestion des ressources hydriques de manière durable. Donc, notre vision est de voir une Afrique où il y a un usage, une gestion d'eau équitable et durable pour arriver au développement socio-économique de manière régionale à travers la coopération, tout en respectant l'environnement. Nous travaillons donc avec les pays africains. Nous nous concentrons sur les ministères de l'eau et de l'assainissement. Nous avons un mandat de suivi, d'évaluation et d'envoyer les rapports aux chefs d'État. Tout d'abord, on utilise le secteur d'eau. Donc, on utilise WASMO comme acronyme. Puis, on a Africa Sangor, qui est une déclaration sur l'assainissement et l'hygiène. Donc, cette déclaration a été signée en 2015 par les chefs d'État. Donc, la vision de Sangor est d'arriver à un accès adéquat et universel, équitable, inclusif et durable aux services d'hygiène. Et bien sûr, ceci d'ici 2030. Donc, comme vous pouvez voir, c'est complètement aligné avec les ODD 6. Alors maintenant, pour être en mesure d'assurer justement le progrès à ce niveau-là, les ministres se sont engagés vis-à-vis de ces 10 engagements et vous pouvez voir ici à gauche les différents engagements. Il y a l'élimination par exemple des inégalités qui est un engagement renforcé, l'engagement aussi du secteur privé, mobiliser également un financement. Voilà donc quelques-uns des engagements qui ont été pris par les autorités. Alors nous avons 49 indicateurs qui sont ensuite catégorisés. Il y a des indicateurs relatifs à la vision qui en fait extraient les données et les indicateurs qui sont liés aux ODD. Il y a ensuite les indicateurs concernant les engagements et nous avons différentes étapes aussi. Il y a par exemple l'étape 1, c'est l'environnement, l'étape 2, c'est de faire un suivi en ce qui concerne les objectifs des différents pays et aussi un suivi du progrès en ce qui concerne les structures fondamentales par rapport aux indicateurs par pays, les indicateurs des différents pays qui portent sur notamment quelques structures fondamentales telles que les politiques, les stratégies horizontales et comment est-ce que les pays vont mettre en œuvre ces objectifs. Alors, en ce qui concerne maintenant ce qui se passe au fil des années, le suivi, il y a la question de l'hygiène. Et donc, nous avons ce qui se passe, c'est quelque chose qui se passe au niveau de ce qui contient ces services de assainissement. Et en fait, nous avons ce qui se passe à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que cela veut dire? Alors, nous avons donc déterminé ce qui se passe au niveau des politiques. Les politiques, bien sûr, sont importantes, mais encore faut-il parler de la mise en œuvre, des normes aussi. Et tout cela, eh bien, est donc résumé par ces éléments. On a pu voir que ces cadres réglementaires sont très importants. Nous devons avoir des organisations institutionnelles, des stratégies, des politiques qui soient en place, les stratégies et ce qu'on doit réaliser.
On doit renforcer les capacités, on doit former aussi les effectifs qui seront donc en charge de mettre cela en œuvre. On a besoin pour cela, bien sûr, de financement. Nous avons besoin aussi des données, toutes ces données qui sont tellement importantes, justement, afin que nous puissions prendre donc des décisions informées. Et donc, c'est plus important que jamais de s'engager vis-à-vis de cela et aussi d'impliquer le secteur privé si nous désirons réaliser ces objectifs. Alors, il y a l'évaluation initiale qui est très important également. Et donc, en ce qui concerne la réponse que nous désirons apporter pour combler les fossés et que nous avons déjà identifiés en ce qui concerne la politique d'assainissement en Afrique, c'est un document qui a été lancé en 2021 et vous pouvez voir qu'il y a ici certains éléments qui sont soulignés, qui donc identifient les éléments de base qui sont inclus dans les politiques d'assainissement. Donc cela est très important. Ce sont des éléments qui font partie intégrante de cela. Et en plus de cela, nous avons besoin des lignes directrices. Et c'est important pour la mise en œuvre, pour la stratégie de mise en œuvre, afin qu'on puisse justement mettre en œuvre ce qui est capturé à ce niveau-là. Et nous recommandons bien sûr les membres de l'Union africaine d'adapter ces stratégies et ces politiques. Donc, en ce qui concerne maintenant le suivi du lancement de cette initiative, nous avons créé donc une demande basée sur le web. En fait, c'est un formulaire disponible sur Internet pour les pays afin qu'ils puissent envoyer leurs demandes de soutien. Et à ce moment-là, nous pouvons respecter nos engagements avec nos partenaires et de fournir donc un soutien qui sera en mesure de compléter les demandes des pays. Nous recevons ces demandes de la part des États membres. Et en fait, nous soutenons activement les États membres pour qu'ils puissent formuler les politiques. Et si je peux me permettre de mentionner un processus qui, en fait, est allé très loin, déjà, qui est peut-être même complété, le Zimbabwe, l'Éthiopie. Il y a eu des interventions au Nigeria, notamment le Burkina Faso, le Ghana, le Malawi et le Niger également. Ce sont des pays qui sont soutenus par les partenaires que je viens justement de mentionner. Alors maintenant, afin d'être en mesure de faire un suivi du progrès, de faciliter l'utilisation de l'ASPG avec la collaboration de l'UNICEF, nous avons lancé une étude. L'objectif de cette étude, réellement, c'était d'évaluer la situation ou le paysage, si vous voulez, de l'assainissement dans ces différents pays. Nous avons besoin, bien sûr, de comprendre quelle est la situation, quelles sont les politiques qui sont en cours dans ces pays, quelles sont les lacunes qui existent et comment est-ce que ces pays peuvent être soutenus afin de renforcer les faiblesses. Et ça, c'est très important parce que si nous ne faisons pas un suivi sur la manière dont on peut renforcer ces politiques, et bien, si on ne fait pas ces études, eh bien, on ne sera pas en mesure de savoir quels sont les fossés qui doivent être comblés. Donc, c'est très important d'établir ce paysage politique. Et donc, les résultats de cette évaluation vont ensuite informer et va servir de point de référence. Cela va nous permettre donc d'effectuer un suivi régulier afin d'évaluer l'impact de la SPG et de voir si nous réalisons bel et bien les objectifs que nous nous sommes fixés grâce à ces points de référence. Et c'est donc l'objectif de cette étude que je mentionne. Voilà donc les pays dans lesquels cette étude a été effectuée. Voilà les critères de sélection. Nous avons 4 critères de sélection qui ont ensuite mené à la participation de ce pays à cette étude. En fait, il y a des rapports de synthèse
Et nous avons inclus donc certains pays dans cette liste de 20 pays. Alors, la méthodologie. Alors, c'est une méthodologie qui a été utilisée comme base pour cette étude. Tout d'abord, on a procédé à l'identification des pays en question et leur sélection. Donc, en fait, les pays ont été identifiés, sélectionnés sur la base donc des critères qui ont fait l'objet d'un accord. Il y a aussi eu ensuite une révision. Nous avons effectué une révision, par exemple, des politiques portant sur l'hygiène, sur l'assainissement, les stratégies, les plans, ainsi que les documents qui sont liés à cela. Et ensuite, nous avons effectué l'évaluation. Ensuite, nous avons aussi procédé à des entretiens au niveau des points focaux avec les ministres qui sont en charge de l'environnement, de la politique, pardon, de l'environnement et de l'assainissement. Et donc, il y a une quinzaine de pays qui ont participé. Quels sont donc les éléments qui ont été évalués pendant ces entretiens et aussi pendant la phase d'évaluation? Tout d'abord, on devait s'assurer qu'il y existait bel et bien des politiques et des stratégies dans les pays en question. Et deuxièmement, quelles sont les visions de ces politiques? Quels sont les objectifs de ces politiques? Quelles sont les technologies qui sont en place? Quels sont les systèmes d'assainissement? Quels sont les plans? Pour voir comment ça se passe. Quels sont les éléments liés à l'hygiène? Quel est, par exemple, le paysage institutionnel? Quels sont les règlements qui sont en cours, etc. Donc, quels sont les résultats préliminaires? Eh bien, je peux mentionner que les pays ont effectivement des politiques qui sont en place. Il n'y a donc aucun pays qui n'a pas de documents qui réglementent l'assainissement. Mais ce qu'on a constaté néanmoins, c'est que les politiques ne mentionnent pas toujours l'assainissement géré, ce de manière sécuritaire. Et ça, c'est très important dans le cadre des objectifs de développement durable. Il faut voir si cela est aligné à 100%. Donc, en fait, l'assainissement qui est géré de manière sûre ou sécuritaire est importante, mais parfois, elle semble être compartimentalisée. Et donc, il y a aussi le changement climatique. Est-ce que cela est en ligne avec l'assainissement? Parfois, le changement climatique, eh bien, ne figure pas dans ces politiques portant sur l'assainissement. Le financement de l'assainissement, par exemple, est un autre élément. Quels sont d'autres éléments qui sont inexistants dans les politiques? Alors, si on examine l'assainissement, comme je l'ai dit, ils sont parfois compartimentalisés. Et les gouvernements sont parfois silencieux par rapport aux politiques qui sont en vigueur. En ce qui concerne les politiques de l'eau, de l'environnement, dans certains autres pays, ces politiques sont intégrées dans les politiques d'assainissement. C'est donc important aussi de voir les différentes étapes dans les différents pays. Voilà certaines préoccupations qu'on a pu identifier au niveau de ces politiques. Donc, oui, je peux dire que pendant ces entretiens, on a pu voir et constater qu'il existait bel et bien des politiques portant sur l'assainissement, et parfois il semble ne pas y avoir de plan. En ce qui concerne les plans notamment durables pour l'assainissement, nous savons qu'avec la croissance de la population, la croissance démographique, eh bien, nous savons que le rythme de l'assainissement, eh bien, n'est pas constant avec le rythme avec lequel la population est en train de croître. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de l'engagement du secteur privé. Les politiques à ce niveau-là ne semblent pas être clairement articulées. Donc, on va essayer de parler de ces différents éléments. Nous allons faire référence, par exemple, à différents éléments technologiques. En fait, ce qu'on a identifié, qui étaient les éléments qui manquaient à l'appel, c'est qu'il n'y avait pas de référence ou de technologie appropriée pour justement avoir un assainissement qui soit géré de manière sûre.
En ce qui concerne l'hygiène et le changement de comportement, eh bien, c'est important, par exemple, de parler de la gestion de l'hygiène menstruelle. Ça, c'est souvent un élément qui manque à l'appel, notamment les aspects liés à l'équité, à l'inclusion, à l'entretien et l'opération de ces systèmes. Alors, en ce qui concerne les arrangements institutionnels, eh bien, à ce moment-là, je peux dire que ces arrangements sont souvent mentionnés. Cependant, en ce qui concerne les rôles, eh bien, ceux-ci ne sont pas toujours clairement identifiés. On a pu voir aussi qu'il était difficile de faire un traçage de qui fait quoi, par exemple. Et ces aspects doivent être renforcés, l'aspect notamment de ces arrangements institutionnels. Alors, la réglementation est aussi cruciale et cela semble aussi manquer à l'appel dans la plupart des documents politiques qui n'indiquent pas de législation ou de loi à cet effet. Nous avons entendu tout à l'heure parler des standards, des normes. Eh bien donc, en fait, on a pu voir que certains éléments qui manquent également à l'appel sont notamment la législation pour réglementer les services d'assainissement dans les zones urbaines et aussi dans les zones rurales. On a vu aussi que il y avait des pénalités. Un certain nombre de politiques mentionnent des pénalités, mais pas de récompense pour un bon comportement. Il n'y a pas de récompense. Donc, si vous vous comportez bien, il n'y a pas d'encouragement pour maintenir ces bons comportements. Alors, en ce qui concerne le développement des capacités, alors on peut voir aussi, ou le renforcement des capacités, on peut voir aussi un élément qui revient, c'est en fait le développement, donc des capacités, la formation notamment, les effectifs, et les éléments qui manquent à l'appel, encore une fois, sont similaires. C'est maintenant l'aspect du financement que j'aimerais mentionner. On a vu que le financement était souvent présent, mais les éléments qui manquaient à l'appel, c'était souvent le financement au niveau multisectoriel, la définition du financement multisectoriel et aussi la coordination des financements annuels, le traçage aussi. Et donc, ce qui manquait également, c'était un mécanisme de redevabilité. C'est donc difficile pour les pays de dire même, d'être en mesure de dire s'ils ont bel et bien effectué un progrès. Ce n'est pas facile donc de faire un suivi, par exemple, du progrès effectué. Et donc, c'est important de voir ces éléments. Le suivi est important. Nous voulons parler du fait que certains pays n'ont pas de mécanisme de suivi en place, mais les pays qui en ont, en ce qui concerne les interactions, eh bien, nous avons constaté que cela n'était pas toujours très durable. Ce n'est pas durable, donc, au niveau de certains pays, certaines politiques sont silencieuses à ce niveau-là. Un autre élément que nous avons identifié, eh bien, c'est que pour les données que nous voulons suivre, eh bien, les données ne sont pas toujours disponibles. Ce sont des données aussi qui ne permettent pas de prendre des décisions informées à ce niveau-là. Et donc, nous recommandons à ce niveau-là que les pays renforcent ces éléments. Alors, maintenant, nous avons parlé de tous ces éléments qui sont alignés. Nous avons préparé, ou nous sommes en phase de finalisation d'un rapport final pour l'année 2023. Et donc, ce sont les pays membres, 14 pays pour être plus précis, ont effectué donc un rapport, y compris 5 régions. Et voilà donc la liste des pays qui ont effectué ce rapport concernant le suivi. Alors, très brièvement, vous donnez un aperçu par rapport à la forme que prend ce rapport. Nous avons 49 indicateurs. On peut poser la question, est-ce que il y a un organisme gouvernemental avec une mission claire pour diriger et pour coordonner les activités d'assainissement? Ça, c'est la question qui a été posée et vous voyez les réponses. Ça, c'est un indicateur clair en ce qui concerne le progrès effectué par les différents pays. Vous pouvez voir qu'un progrès a été effectué à ce niveau-là.
il n'y a pas de pays qui sont en dessous de 40, par exemple. Donc, on peut voir clairement qu'il y a effectivement un organisme gouvernemental qui a une mission claire pour diriger les activités d'assainissement. Alors maintenant, l'indicateur C7A, la question est la suivante. Existe-t-il un mécanisme en place pour effectuer un suivi en ce qui concerne, par exemple, les déchets fécaux qui ne sont pas traités et qui sont tout simplement jetés dans l'environnement? Alors certaines parties qui ont répondu, certains pays qui ont répondu, nous permet de voir que seulement 8 sur ces 10 pays, 8 pays seulement sur ces 70 ou 100 pays se trouvent dans la zone rouge, jaune aussi. Donc je pense que cela est en ligne avec les politiques dont nous avons parlé tout à l'heure. Et ensuite, nous avons également les budgets. Sommes-nous en mesure de faire un traçage de cela, de ce ratio par rapport au PIB, par exemple? Il y a seulement 0,5% du PIB qui est consacré à cela. Donc, on doit s'assurer que les profils des pays seront incorporés dans ce rapport une fois qu'il sera finalisé, que ces profils seront disponibles. Et on doit aussi faire part des domaines où nous pensons qu'une attention additionnelle serait nécessaire. Nous allons discuter en détail de ces éléments afin de trouver des solutions qui pourraient nous aider à accélérer les choses. Et bien sûr, à atteindre l'ODD numéro 6. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, Comfort, pour cette présentation. Donc, c'est la présentation qui nous permet de voir la position et qui va ensuite stimuler la discussion qui aura lieu maintenant en raison du temps qui nous est imparti. Bon, l'idée, ça a été d'avoir une discussion de panel afin de pouvoir partager des expériences, examiner des solutions et quelles sont, par exemple, les difficultés et les obstacles auxquels certains pays font face. Alors, on a remarqué qu'il pourrait être important d'avoir l'expérience de certains pays. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui vient du Nigeria, ou que ce soit dans la salle ou en ligne? Tanzanie aussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la Tanzanie? Alors, dans ce cas-là, peut-être juste dire que les intervenants de ces États membres et les institutions de ces États membres, eh bien, je vous invite à venir ici à l'avant. La Tanzanie, Nigeria, nous avons le Ghana également. Est-ce qu'un représentant du Ghana se trouve dans la salle? Et nous avons également le Malawi. Dr. Ndanja, je pense que vous êtes là. Dans le programme initial, nous avions aussi l'Afrique du Sud, mais ils ont déjà pu prendre la parole. Donc, nous avons pensé de donner la parole à l'Afrique du Sud un petit peu plus tard au cours de la journée. Donc, cette discussion que nous aurons avec ces délégués, ces distingués collègues, nous allons donc partager certaines réflexions avec des partenaires de développement également. C'est au programme, comme je peux le voir. Alors, quelles sont les questions? Je peux peut-être poser certaines questions aux membres du panel. Peut-être pouvez-vous venir ici au centre. Voilà. Alors, en ce qui concerne les discussions, on va essayer d'être bref afin de finir à temps. J'aimerais donc inviter nos panélistes vraiment
à respecter le temps qui était parti, à aller et aborder le vif du sujet. On peut commencer peut-être avec la Tanzanie. Est-ce que vous pourriez nous parler du cadre de politique sur l'assainissement? Quels sont les plans? Et sont-ils en ligne avec les attentes? Merci. Tout d'abord, alors juste pour présenter le message, et donc, cher ministre honorable, en Tanzanie, nous avons donc un ministère de l'eau et donc nous avons pour tâche de gérer donc et de mettre en œuvre les politiques portant sur l'assainissement. Alors nous avons aussi un document portant sur les politiques. Pendant la réforme de ce document, et en fait, la politique africaine portant sur l'assainissement et donc nous avons pu voir que eh bien, ces politiques ont été adoptées pour la plupart. Alors, j'aimerais mentionner également que il y a une politique portant sur la santé menstruelle. Nous avons travaillé ensemble avec différentes structures et avec une composante qui est similaire également. Alors, j'aimerais également mentionner que ces différentes lois qui déterminent les politiques portant sur l'eau, eh bien, permettent justement la formulation des politiques portant sur l'assainissement et l'eau en Tanzanie, sur les services publics de l'assainissement. Et donc, cela, en fait, permet de légiférer sur l'approvisionnement de l'eau, l'assainissement de l'eau. Nous avons commencé, en fait, à investir davantage de ressources au niveau de l'approvisionnement de l'eau. Et vous savez, nous avons, bien sûr, porté nos efforts également sur les zones rurales. Parce que, en fait, l'assainissement pose problème parfois dans ces zones. En fait, la bonne nouvelle, c'est que nous avons de nombreux programmes qui vont être mis en œuvre. Il y a différents programmes aussi qui sont déjà en cours justement pour couvrir ces fossés, pour combler ces fossés. Vous savez, lorsqu'il y a un manque d'eau, ça peut être tolérable, mais quand on n'a pas d'assainissement, de service d'assainissement, eh bien là, ça crée beaucoup de chaos. Merci beaucoup pour cette intervention de la Tanzanie. On va applaudir notre intervenant et merci pour avoir partagé donc votre expérience de la Tanzanie. Alors maintenant, le Malawi. Vous avez peut-être davantage d'expérience à ce niveau-là du côté des services publics. Vous avez entendu cette intervention. Peut-être pouvez-vous nous parler des opportunités? Qu'en est-il au niveau de l'assainissement au Malawi et des fournisseurs de services publics dans votre pays? Merci beaucoup, Nelson. Je reconnais la présence du ministre honorable et de tous les dignitaires. En ce qui concerne le Malawi, je pense que notre histoire n'est pas très différente des autres histoires que nous avons entendues ce matin. Tout d'abord,
On a voulu faire en sorte que l'assainissement fasse partie de la conversation, devienne quelque chose de plus normal, si vous voulez, de normaliser l'assainissement, que cela fasse partie vraiment de la conversation, parce que cela semblait toujours être quelque chose de mineur, ou en tout cas comme si c'était un détail. Alors on a voulu tout d'abord développer une politique. On a voulu, par exemple, recycler les déchets solides. Donc la politique est robuste, elle est solide, elle existe, elle est là. Deuxième chose, ça a été d'essayer de trouver où, dans quel ministère, quel sera le ministère qui sera responsable de l'assainissement, parce qu'en fait, cela est passé d'un ministère à l'autre sans avoir vraiment de lieu permanent, si vous voulez. Et maintenant, nous avons créé un ministère, ce qu'on appelle le ministère de l'eau et de l'assainissement. Et cela a été créé délibérément. Et donc, cela a été donc délibéré, comme je l'ai dit, et on a vraiment concentré nos efforts sur l'assainissement en particulier, parce qu'on parlait de l'assainissement, mais on ne voyait pas trop de choses se passer sur le terrain. Et maintenant, pour parler des services publics, pour nous, il s'agit d'évolution. L'évolution de ce type de service public dans notre pays, parce qu'il y a des services d'eau, des fournisseurs de services d'eau. Mais ce qu'on veut voir maintenant, c'est de passer au prochain niveau, c'est-à-dire non seulement fournir des services d'approvisionnement en eau, mais aussi fournir des services d'assainissement des eaux. La plupart des projets ont été conçus pour améliorer les services, par exemple, de traitement des déchets solides. Et en adoptant ces programmes, eh bien, nous allons pouvoir améliorer la qualité de nos services. Et donc, il y a un programme qui se termine à ce niveau-là. Et maintenant, nous allons avoir un fournisseur des eaux, de l'assainissement de l'eau et traitement des eaux d'égout ou des eaux usées. Alors nous mettons en place toutes ces politiques, nous faisons en sorte que ces services d'assainissement eh bien, soient disponibles pour tous, et nous sommes aussi en mesure d'apprendre des leçons de ce que font les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le Malawi, d'avoir partagé ces réflexions. Donc, on va passer au Ghana maintenant. Donc, Ghana révise ses politiques en ce moment, et on pourrait bénéficier de ce processus qu'ils sont en train de faire. Donc, quelles sont les étapes qui sont en train d'être prises? Est-ce qu'il y a des questions sur l'environnement politique autour de ça qui est en train d'adresser? Est-ce que les décideurs politiques, les environnementalistes sont impliqués dans ce processus? Merci beaucoup pour cette opportunité de parler. Je suis ingénieur, je travaille avec l'administration de gestion des eaux et d'assainissement, donc je suis dans le volet stratégie et politique. En 2010, un processus a commencé pour donner accès à l'eau pour toute la population. Et on a regardé le niveau de service. On a regardé les différentes options, ce qui est en train d'être fait. On a révisé nos politiques. Et donc, nous avons jusque-là considéré les défis et on a adressé les ODD 6 en vue de 2030. Et donc, on a
commencé à planifier pour 2030. On a essayé de voir comment est-ce qu'on peut arriver à ces objectifs. On a fait appel aux spécialistes pour venir au Ghana pour nous aider à détecter les lacunes. Après cet exercice-là, on a pu détecter les lacunes et on a pu faire détecter d'abord les ODD qui étaient pertinents pour nous. On a fait ce processus de révision et heureusement, le Premier ministre a approuvé le budget qu'on a mis pour ça. On a présenté ça au Parlement. Le ministère, c'est-à-dire, a présenté ceci pour bien faire comprendre ce que nous voulons réaliser. Et une fois qu'un nouveau document de loi, un projet de loi est préparé, on doit expliquer ceci, on doit expliquer aussi le budget nécessaire, on doit expliquer d'où on vient et où on veut aller, et à partir de là, on fait appel aux donateurs. Et donc, c'est pour avoir une idée, en fait, de combien est-ce qu'on doit investir pour arriver à ces objectifs en 2030. Donc, tout le monde était à bord, la société civile, les académiciens. Donc, il y a eu un changement de gouvernement, mais malgré ce changement de gouvernement, le document est resté valide et en vigueur. C'est-à-dire, le changement de gouvernement peut provoquer un changement dans l'espace politique, mais dans le processus de développement, il y a des choses qui restent. Et c'est ce qu'on a fait, en fait. On a donc réussi à impliquer tout le monde dans cette planification pour 2030. Et nous allons, j'espère, réaliser notre objectif d'ici 2030. Merci beaucoup, Ghana. On peut applaudir le Ghana, vu le progrès qu'ils ont réalisé. Donc, merci pour vos réflexions. Est-ce qu'on a aussi la Nigérie? Ah, la Nigérie est avec nous en ligne. Yamissi, est-ce que vous nous entendez? Yamissi? Bonjour, Nelson. Nous sommes heureux de vous avoir en ligne. Nous sommes conscients que la Nigérie est en ce moment en train de développer son cadre politique pour l'eau et l'assainissement. Alors, on aimerait savoir de vous jusqu'à quel point est-ce que les parties prenantes sont impliquées dans ce processus. Et pour cela, peut-être vous pouvez ajouter quels sont les mécanismes qui sont employés pour garantir que les parties prenantes sont tous impliquées dans le processus. La parole est à vous. Merci beaucoup, Nelson. Ici, en Nigérie, le gouvernement nigérien a mis en place un environnement favorable pour ce processus d'avoir un cadre politique WASH. On a commencé à développer ceci il y a longtemps et en vue bien sûr des ODD 6, de l'ODD 6. On a senti qu'on devait avoir une politique holistique et globale pour représenter un cadre global pour tout le pays. Donc, on a commencé ce processus et pour faire en sorte que ce processus implique tout le monde, on a impliqué différentes parties prenantes de différentes agences gouvernementales, de différentes institutions, c'est-à-dire
dans le secteur de la jeunesse, de l'éducation, tout ce qui a un rapport avec l'hygiène, l'assainissement du gouvernement a été impliqué. Nous avons donc des partenaires gouvernementaux qui travaillent avec nous, la société civile qui travaille dans les secteurs pertinents. Les académiciens aussi ont joué un rôle très important pour informer la partie programmation. Bien sûr, nous avons aussi impliqué le secteur privé qui est très important pour la provision de services dans ce secteur. Nous avons aussi un comité de développement politique qui est en place, qui a été mis en place par l'ancien ministre de l'Environnement. Et bien que le processus est en train d'être fait par différents ministères, ça vous prouve le degré d'intégration que nous avons autour de ce processus. Donc le comité qui a été mis en place se réunit de manière régulière. Il y a aussi des plateformes d'engagement, de communication avec ce comité. Et donc on a aussi un groupe qui est engagé pour faciliter le processus. Ceci va permettre d'avoir un document robuste qui pourra améliorer l'accès aux services hydriques dans le pays et bien sûr atteindre les objectifs de développement durable. Merci. Merci Nigérie pour vos réflexions. Je pense qu'on peut maintenant applaudir la Nigérie pour ses contributions. Alors pour ne pas perdre de temps, on va avoir un nouveau round de discussion. Donc, ils sont là avec nous. Alors, puisqu'ils sont là, applaudissons nos panélistes. Donc, applaudissons, s'il vous plaît, nos panélistes d'avoir partagé avec nous Tanzanie, Malawi, Ghana, mais aussi la Nigérie. On va maintenant passer... Quelqu'un a dit c'est pas bien parce qu'on ne permet pas aux participants de poser les questions. Nous avons écouté ce que nos collègues ont partagé, ce qu'on fait au niveau du secrétariat, le travail en cours, etc. On a aussi écouté les États membres, on a écouté le progrès qu'ils ont fait. Donc, gardez vos questions parce que vous allez avoir l'opportunité de les poser à un moment ou à un autre, que ce soit en ligne ou en direct. Là, on va passer au deuxième panel, nos partenaires de développement. On va sombrer encore plus dans la discussion. Nous avons BMGF, UNICEF. Je crois que l'UNICEF est en ligne. Nous avons APHRC, la population africaine sur les droits à la santé. Donc, ils sont en ligne aussi. Donc, permettez-moi de donner le micro aux collègues. Peut-être, on va commencer avec WaterAid. Donc, je vais vous passer le micro. Est-ce que vous pouvez nous dire sur le soutien politique à WaterAid, surtout dans le pays dans lequel vous travaillez? Bonjour tout le monde. Je suis Maurice. Je travaille avec WaterAid en Afrique de l'Est, pour l'Afrique de l'Est. L'approche par rapport à WASH est de renforcer le système parce que WASH, c'est un système en fait. Si vous ne le considérez pas en tant que système, vous allez finir par être engagé dans un soutien qui est fragmenté.
Alors, pour construire un WASH qui est durable, il faut considérer l'aspect financier, la planification stratégique, la coordination, la responsabilisation, les services, l'environnement, l'autonomisation et la participation, donc ou l'engagement. Alors, on a aussi travaillé sur l'aspect politique. Dans tous les pays dans lesquels on travaille, on s'assure que les gouvernements ont une stratégie de mise en œuvre pour le WASH. Et donc, on se concentre sur l'apport de soutien, sur les aspects tels que l'inclusion, le côté genre, l'inclusion, etc., pour nous assurer que personne n'est laissé derrière. Dans ce cadre-là, nous avons vu certaines bonnes initiatives dans certains pays qui ont apporté une stratégie financière pour le WASH, qui est quelque chose de nouveau. Donc, des pays qui ont développé des campagnes nationales, globales ou holistiques. Nous avons des gouvernements aussi qui ont adopté le WASH en tant que partie intégrante de la stratégie ND6. Au début, pour certains pays, le WASH n'était même pas considéré, mais après ces consultations stratégiques, ils ont décidé d'inclure ceci. C'est tout ce que je peux partager pour l'instant. Bon, je peux dire plus. Donc, si j'ai l'opportunité, encore une fois, je peux élaborer sur ces points. Mais pour l'instant, c'est tout. Merci, Maurice. Exprimons notre appréciation pour WaterAid. Je tiens à vous rappeler que la session est en train d'être enregistrée. Alors, on peut passer maintenant à nos collègues qui sont en ligne. L'UNICEF. Ogabissi, je suis heureux de vous voir. Alors, nous aimerions entendre de l'UNICEF. Nous savons que les politiques, la gouvernance est un pilier majeur pour arriver à gérer l'assainissement de l'eau. Ce qu'on veut entendre de vous, c'est quelles sont les étapes que l'UNICEF entreprend pour promouvoir ceci, pour promouvoir les objectifs. La parole est à vous, UNICEF. Donc, si vous voulez vous présenter. Merci, je suis heureux d'être avec vous. Je suis Bissi Aguilemi, je travaille avec l'UNICEF. Je suis dans le volet programmatique. On a commencé l'année dernière à mettre en place des cibles mesurables pour l'assainissement, pour soutenir les gouvernements, les politiques. Ce pilier politique est l'un des piliers majeurs. On a aussi l'innovation financière qui est importante. Donc tout est clair, nous soutenons un assainissement équitable et durable pour tout le monde, pour tout le pays. Nous travaillons avec AMCA, nous les soutenons. On cherche ce dont ils ont besoin. On est les partenaires en fait de l'AMCA pour nous assurer qu'ils arrivent à l'ODD 6 dans plusieurs pays. On les soutient déjà au niveau de la planification. Pour nous, c'est un pilier majeur dans notre travail. Ceci arrive dans un moment où nous cherchons tous à faire en sorte que les gouvernements commencent à agir sur ces problématiques majeures. On essaie d'abord à expliquer ce qu'est l'SPG. On explique l'ODD 6, on explique la stratégie, on explique le plan. Donc, c'est une initiative excellente qui est
là pour donner une transformation réelle en ce qui concerne le développement hydrique et d'assainissement dans la majeure partie, dans la plupart des pays. Nous essayons de mettre en œuvre ce plan et pour les pays qui ont un peu derrière, on essaie de comprendre pourquoi. Donc c'est une initiative de soutien qui fait part de l'ISPG. Nous faisons partie, bien sûr, d'une initiative de promotion de bonne gouvernance à travers l'ISPG fait partie maintenant de la programmation nationale et on essaye de faire en sorte toujours que une majorité de pays soutiennent ceci. On a le soutien très profond du... Il y a des pays sur lesquels on essaye de se concentrer davantage, comme le Sierra Leone, le Zimbabwe et d'autres pays qui sont des zones prioritaires pour nous en ce moment, pour sensibiliser sur l'ODD 6. À mesure que nous avançons dans le futur, nous apprenons des choses qu'on essaie d'incorporer pour adapter, pour faire évaluer notre stratégie. Les réformes politiques prennent du temps, c'est ce qu'on essaie toujours de rappeler à nos partenaires. Et les politiques doivent être inclusives et menées par le gouvernement pour assurer un développement réel. Et nous faisons en sorte que ces politiques ne nous appartiennent pas à nous, mais au gouvernement. Ceci est très important et ces processus, nous en fait, nous sommes que le catalyseur qui va faire avancer rapidement les processus, mais en général, on peut dire qu'on essaie à la planification stratégique, nous sommes toujours heureux avec ce partenariat avec l'AMCA que nous avons. Nous allons continuer à travailler dur pour mettre en œuvre tout ceci, pour arriver à un futur durable, un progrès durable. Permettez-moi de m'arrêter ici et permettre à mes collègues de partager de leur côté. Merci Bissi pour votre contribution de l'UNICEF. Apprécions encore une fois, applaudissez s'il vous plaît l'UNICEF pour leur contribution. On va passer maintenant au centre pour la population africaine sur la santé et l'assainissement. Nous savons que le centre APHRC, le centre de recherche sur la santé de la population africaine, donc comprend des pays comme le Malawi, le Mozambique. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les apprentissages que vous avez vus durant ce processus? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis Eric Maniasne. Je travaille pour l'APHRC. Comme il a déjà été mentionné, nous avons été actifs déjà pendant un moment avec AMCA, déjà au moment de développement de l'ODD 6. Nous avons aussi initié un processus de soutien au Kenya qui a fait un processus bien élaboré pour l'adoption des ASPG. Alors, nous avons pris du temps pour bien comprendre ce que cela veut dire, puis nous avons tiré des apprentissages à travers le travail qu'on a fait avec nos collègues au Malawi, au Mozambique, durant le soutien de ce processus.
Alors, au Malawi, je sais déjà qu'il y a un collègue qui a déjà parlé, donc ils sont en ce moment en train de réviser les politiques actuelles d'hygiène, d'assainissement. Nous sommes en train de faciliter la réflexion en se basant sur les réflexions qu'on a eues au Kenya. Il y a beaucoup d'apprentissages tirés. Et là où nous allons, nous partageons ces apprentissages parce que nous savons que l'inclusivité, le leadership gouvernemental est clé dans ce processus. Une des choses qu'on a appris, c'est que même avant de commencer, il faut comprendre le paysage politique, il faut comprendre où en est le pays. Ceci est très très important pour garantir que le processus est fait de manière correcte. Il faut aussi s'assurer que nous avons des politiques inclusives. Nous avons une collègue avec vous. Si vous pouvez lui donner 1 minute ou 2, elle est avec vous dans la salle pour parler de l'aspect genre. Elle va vous expliquer comment on a créé une plateforme où les questions, les problématiques de genre doivent être discutées afin de faire partie des politiques. Donc on continue à nous étendre pour nous assurer que les différents pays vont prendre conscience de ces questions et les prendre en compte. Donc, applaudissons notre collègue du APHRC, du Centre de recherche. Notre collègue a mentionné la vulgarisation des questions liées au genre. Donc, notre collègue, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Je suis Spiriti, je travaille avec la Renaissance africaine. On travaille de manière étroite avec la PHRC pour vulgariser les questions de genre. Donc on regarde les politiques et la pratique, on regarde les cycles politiques, on commence à essayer de détecter qu'est-ce qu'on doit considérer, qu'est-ce qu'on doit regarder lorsqu'on est en train de formuler les politiques. On essaye de voir comment est-ce qu'on comprend la composante genre et comment activer l'intervention féministe ou féminine. Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'aspect genre est inclus dans la politique. Donc on regarde 2 niveaux, les structures et les systèmes. Comment est-ce qu'on vulgarise la question du genre pour que les arrangements institutionnels prennent en compte cet aspect et qu'il y ait une inclusion pour ce genre. Puis il y a un standard ou des normes techniques. Il y a ceci, en général, ne comprend pas l'aspect genre et donc on essaie de pousser vers cette réflexion. Bien sûr, il y a aussi l'aspect suivi et évaluation. Nous avons des données, en général désagrégées, et on essaie de voir comment mesurer l'impact et l'inclusion du genre dans les problématiques d'assainissement. Bien sûr, on regarde toujours la stratégie de l'AMCAO et bientôt, on va publier un toolkit, une boîte à outils pour couvrir tous ces points. Applaudissons nos orateurs, s'il vous plaît. Applaudissez Viti. Cette question que vous avez mentionnée demande un grand nombre de partenaires. Donc, vous l'avez écouté. N'hésitez pas à exprimer votre soutien sur ces questions de genre, de vulgarisation, de questions de genre. On va bientôt clôturer cette session, mais avant ça, nous voulons écouter notre fondation, la fondation BMGF, qui a été un grand soutien pour nous, surtout à travers le guide sur l'assainissement, la politique d'assainissement africaine. Cette fondation, la fondation Bill and Melinda Gates, quel est le rôle complémentaire que, selon vous, les partenaires peuvent jouer
pour s'assurer que ces politiques n'est pas seulement adoptées, mais mises en œuvre par les États membres. So that when governments have C'est-à-dire quand le gouvernement met une politique, quel rôle peuvent les partenaires jouer pour que le gouvernement mette en œuvre ces politiques qu'il a mis en place? Alors, une petite introduction, puis vous pouvez... J'espère que tout le monde peut me voir. Je suis Eric Moani, je suis un directeur de programme à la fondation Bill and Melinda Gates. Je travaille avec beaucoup de pays dans le travail lié au ASPG. Nous apprécions beaucoup le partenariat que nous avons eu avec le MCAO. Donc, j'aimerais mentionner quelque chose sur laquelle on pense lorsqu'on pense à ce processus. Donc, ce processus se passe lorsqu'il y a une direction du gouvernement et quand le gouvernement ne pense pas forcément à lui-même, mais à l'idée en général. C'est ça, en fait, les SPG. Il est aussi important de se rappeler que l'ASPG, en tant que document, en tant que processus, c'est une déclaration d'intention, en fait, pour dire voici la direction que nous voulons prendre comme continent, et cette direction que nous voulons prendre va nous mener là où nous voulons aller. Mais comme dans beaucoup de situations, les bonnes intentions sont bonnes, mais ne vous permettent pas forcément de progresser. Les bonnes intentions ne sont pas suffisantes. Alors, il est bien de mentionner, de parler des étapes concrètes que les gouvernements entreprennent pour faire avancer ces idées. Donc, les partenaires gouvernementaux peuvent faire plusieurs choses. Je pense qu'il est important que les partenaires reconnaissent que tout ce soutien qui est donné au gouvernement doit être autour d'un processus national qui va définir les objectifs. Les gouvernements doivent définir leurs objectifs. Les mandats doivent être clairs. Quels sont les mécanismes régulatoires qui doivent être mis en place? Quels arrangements doivent être faits? C'est-à-dire un plan, une stratégie gouvernementale générale pour pouvoir guider nos partenaires à mesure qu'ils viennent autour du gouvernement. Donc, en tant que partenaire de développement, on doit trouver des petits coins, des petites choses sur lesquelles on travaille, mais ça peut être contre-productif de faire ça si ce n'est pas lié à la stratégie générale du gouvernement. Donc pour nous, c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment réfléchir. Et donc le gouvernement est-il en mesure de donner cette direction? Peut-il vraiment dire que qu'ils sont en train de réfléchir de manière holistique pour opérationnaliser les politiques? Alors, comment est-ce qu'on peut étendre ces services pour inclure tout le monde? Les gouvernements, normalement, doivent être en mesure de donner leur leadership. Et donc, tous ces éléments seront très importants. Deuxième chose, nous apprécions aussi qu'il y a des risques qui sont associés à l'environnement dans lequel nous opérons. Un excellent exemple de cela, c'est l'exemple du climat, par exemple. Et vous pouvez voir ici, par exemple, la conférence des Nations Unies. On doit trouver quels sont les sens. Comment est-ce qu'on peut intégrer des éléments clés tels que, par exemple, le genre? Comment peut-on penser à la manière dont on peut intégrer les risques qui sont associés, les risques climatiques, par exemple, afin de pouvoir élaborer des politiques qui soient complètes? Alors en fait, nous sommes aussi dans l'époque, nous vivons l'époque de l'intelligence artificielle, du progrès technologique. Et donc le niveau auquel nous avons ces innovations partout dans le monde, eh bien, ce serait une grande perte pour nous en tant que secteur de dire, eh bien, nous pouvons opérer en ignorant tous ces changements qui sont en place partout dans le monde. Alors, comment peut-on garantir que les progrès
qui sont effectués peuvent justement créer un environnement dans lequel on pourra identifier de nouvelles idées, de nouvelles innovations, de pouvoir accélérer justement le rythme avec lequel, eh bien, nous allons réaliser le progrès. Donc, en fait, je pense que toute cette idée est très enthousiasmante. Je pense que nous sommes en train de vivre une époque qui est très emballante, très enthousiasmante. Nous accélérons tout cela et je pense qu'on peut le faire davantage pendant les jours qui viennent. Merci beaucoup pour cela. De la Fondation Bill et Melinda Gates. Merci beaucoup pour cette contribution. Merci pour tous ceux aussi qui ont parlé de ce que les partenaires doivent faire aussi. Et nous voulions en fait entendre quelques retours d'impression, quelques réflexions, mais je sais que le temps presse. Il y a le représentant du gouvernement américain aussi, je pense, qui est dans la salle. Jay, je ne sais pas si vous désirez mentionner quelque chose, vous exprimer. Je pense que ce serait une bonne chose d'entendre vos opinions, si cela vous va. Bonjour à tous. Je m'appelle James Dumper des États-Unis. Tout ce que je viens d'entendre est effectivement très encourageant. Vous savez, on entend des informations qui viennent des gouvernements qui, en fait, ont décidé d'agir et qui agissent effectivement. Donc, on crée des politiques, mais souvent, il n'y a pas d'action derrière. Et là, ça fait plaisir de voir qu'effectivement, tout cela est suivi par des actions derrière. Alors, tous nos partenaires, tous ceux qui mettent en œuvre ces programmes, j'aimerais vraiment, en fait, qu'ils examinent les actions qui seront entreprises par les gouvernements et faire en sorte que cela soit bel et bien reflété dans les stratégies. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est vraiment ma réflexion personnelle et j'aimerais féliciter tout le monde, particulièrement les pays qui, eh bien, ont fait un travail remarquable à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution. Bon, je suis consciente du temps qui passe. Je ne vois pas de main levée dans la salle. Et donc, je pense qu'il est temps de conclure effectivement cette séance. Alors, j'aimerais faire appel maintenant au président du comité technique de l'AMCOR afin de nous faire part de ses remarques de conclusion. J'aimerais vous inviter tous aussi à soutenir l'ordre du jour, le programme qui est mis en place par nos gouvernements respectifs pour justement garantir que les questions que nous mentionnons ici pendant ces séances seront bel et bien reflétées dans ces politiques gouvernementales. Alors, juste apprécier aussi tout ce qui a été partagé aujourd'hui et ensuite qu'on passe à notre prochaine séance. Oui, désolé, on a eu cette alarme incendie. Bon, j'espère que je pourrais maintenant dire ce que j'ai à dire. J'ai été interrompu tout à l'heure. Alors, j'aimerais vous remercier déjà, vous tous, déjà pour votre présence et aussi pour les efforts et l'intérêt que vous manifestez vis-à-vis de l'assainissement en Afrique. Déjà, votre présence montre que vous vous souciez de cela et ça fait plaisir de voir du côté de AMCOR également. J'aimerais citer son excellence. L'assainissement, c'est la dignité, tout à fait, afin de pouvoir faire en sorte que cela se fasse et pour réaliser les objectifs de développement durable numéro 6, on peut dire qu'on est un peu en retard à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle nous devons redoubler d'efforts, mais nous ne pouvons pas faire ça tout seul. On a besoin de soutien. On a besoin de soutien technique. On a besoin du renforcement des capacités. On a besoin de beaucoup de choses de la part de nos gouvernements, notamment avec nos partenaires aussi de développement et de la part de nos organisations qui se préoccupent de ce sujet. Donc, s'il vous plaît, on va rassembler nos efforts, avancer ensemble pour la dignité de l'Afrique. Et j'aimerais remercier le secrétariat d'AMCOR, Nelson, pour cet excellent travail de coordination que vous avez fait au niveau de cet événement, ces séances. Voilà les présentations aussi qui étaient parfaites. Emmanuel aussi, qui a pris des photos de tous. Et merci aussi à nos partenaires de développement pour leur présence. Les expériences qui ont été partagées de la Tanzanie, du Malawi, du Ghana. Et c'était quoi l'autre pays? Tanzanie, le Nigeria, bien sûr, le Nigeria. Merci beaucoup. On doit apprendre les uns des autres et avancer.
Voilà, merci beaucoup et excellent reste de journée à tous. Merci, merci beaucoup. Deux petites annonces à faire avant de partir. Tout d'abord, nous avons la conférence sur l'assainissement de l'Afrique qui arrive en Namibie, sur la côte ouest, à Elvis Bay. C'est vraiment l'endroit le plus magnifique où vous pourriez aller. On vous invite donc à faire des plans afin que vous puissiez participer à cet événement. Deuxième annonce, la prochaine séance aura lieu dans cette salle. Cela porte sur les mécanismes de financement. Vous ne devez pas quitter cette salle, à moins que ce soit quelque chose de très important. Bon, on a besoin tous d'une petite pause, mais après cela, plus tard cet après-midi, dans cette même salle, encore une fois, nous allons avoir une séance des ministres de haut niveau et cela aura lieu de 14h à 14h dans cette même salle. Et c'est là où nous allons aussi, je dis 14h, mais je pense qu'on doit reporter de 30 minutes. Ah non, c'est à 16h, désolé. Voilà, ça aura lieu à 16h donc. Désolé pour cela, dit l'intervenant. Et cette séance aura aussi lieu dans cette salle. Donc, vraiment, je vous invite à participer à ces séances très intéressantes. Voilà, merci encore une fois à vous tous pour cette séance, pour votre participation. Merci à vous aussi pour votre orientation, pour nous avoir guidés. Je ne sais pas si vous avez encore autre chose à ajouter. J'aimerais maintenant utiliser ma casquette nationale pour vous inviter à la semaine de l'eau du Caire qui aura lieu du 29 octobre, à partir du 29 octobre. Donc, veuillez participer à cette séance. Les thématiques sont très intéressantes. Le Caire aussi est très intéressant. On vous invite, vous tous, à venir au Caire, donc. Et voilà. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, merci. Je suis sûre que personne ne veut rater cet événement au Caire. On ne veut pas rater ces événements dans ces magnifiques villes. Voilà. On se retrouve dans 30 minutes. Merci à tous. Merci encore une fois et au revoir, à bientôt.